Ce soir, ce qui domine chez nous, c'est évidemment plus que la tristesse, le chagrin, mais aussi une forme de fierté. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randrianarisoa. Voilà un podcast que l'on aurait aimé ne jamais avoir à faire. Notre collègue Frédéric Leclerc-Imhoff est mort lundi 31 mai, alors qu'il était à bord d'un convoi humanitaire dans la région de Lugansk. On vous explique. Il est le 8e journaliste mort sur le front de l'information en Ukraine. C'était la seconde mission de Frédéric dans cette guerre. Il était équipé d'un gilet pare-balles et d'un casque, et cela n'aura malheureusement pas suffi. 3 raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors on va se demander s'il s'agit d'un crime de guerre ou pas, et puis qui va enquêter sur ce qui s'est passé. On va aussi répondre aux autorités locales pro-russes qui ont traité Frédéric Leclerc-Imhoff de mercenaire. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrianarisoa. C'était lundi, dans le milieu de l'après-midi. Cela faisait déjà plusieurs heures que la rédaction était sans nouvelles de 2 journalistes partis dans un convoi humanitaire dans la région de Lugansk, Maxime Brandstatter et Frédéric Leclerc-Imhoff, quand le directeur général de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, prend l'antenne. C'était la deuxième fois que Frédéric partait en Ukraine, à sa demande. Je veux le préciser, non pas pour se dédouaner, bien au contraire, mais pour dire son engagement. Je vais vous raconter le coup de fil que j'ai passé à sa maman et sa première réaction en fait. Sa première réaction, ça a été de demander comment allait Maxime et comment allait la fixeuse. Elle était évidemment en larmes, mais ça dit aussi beaucoup de l'engagement. Elle savait évidemment quel était le métier de son fils, avec une forme de fierté, comme nous tous ici à BFM TV. La rédaction est en deuil ce soir. Déjà, Nicolas, est-ce qu'on peut revenir exactement sur les circonstances de ce drame ? Oui, alors ça s'est passé tout au fond du Donbass, près d'une ville qui s'appelle Lysychansk. C'est, pour faire simple, le bout du bout. Actuellement, les Russes sont en train de progresser dans cette région. Les Ukrainiens résistent mais reculent. Et ce jour-là, eh bien, les Ukrainiens essayaient d'organiser un convoi pour rejoindre la ville de Lysychansk, amener de l'alimentation pour les quelques derniers habitants de cette ville qui est quasiment encerclée. Et puis l'idée, c'était au retour, eh bien, d'évacuer les habitants de cette ville. Alors l'équipe de BFM TV a eu l'opportunité de monter dans le convoi. Ils ont choisi de le faire. C'est assez logique parce que c'était une des seules façons de parvenir jusqu'à cette ville. Alors l'équipe, c'était le caméraman Frédéric Leclerc-Imhoff, son rédacteur Maxime Brandstatter et puis leur interprète Oksana Leota, qui est une ancienne prof de français à Kiev. Enfin, c'est ce qu'elle faisait avant la guerre. Et donc ils sont montés dans un camion civil sur lequel était marqué convoi humanitaire, un camion dont la vitre à l'avant avait été blindée, et puis ils ont roulé un moment. Le caméraman Frédéric Leclerc-Imhoff s'était mis à l'avant, c'est normal, pour à la fois interviewer le chauffeur et puis filmer la route, et Maxime Brandstatter et Oksana, leur interprète, se trouvaient à l'arrière, et puis un obus est tombé à proximité de ce camion. Un seul éclat a traversé le pare-brise, et malheureusement, cet éclat, il est allé se ficher dans le cou de Frédéric Leclerc, qui était effectivement équipé d'un gilet pare-balles et d'un casque, donc qui était à peu près protégé de partout, sauf malheureusement de l'endroit où cet éclat d'obus est arrivé, et il est mort quasiment sur le coup. Au cours de cette même attaque, notre confrère Maxime Brandstatter a été blessé à la jambe. L'interprète Oksana, elle était plus loin dans le bus, donc elle n'a pas été touchée. Par la suite, la mère de Frédéric Leclerc-Imhoff s'est exprimée. Je vais vous lire quelques mots qu'elle a écrits lundi après-midi. « Mes pensées vont à toutes les mères ukrainiennes qui pleurent leurs enfants. Tous les enfants ukrainiens qui pleurent leurs parents et toutes les mères russes qui ont vu partir trop tôt leurs jeunes soldats qui ne les reverront pas et qui se demandent pourquoi. Moi au moins, malgré la douleur, je sais pourquoi mon fils est mort. » Nicolas, pourquoi est-ce que la mère de Frédéric a tenu à écrire ces mots ? Eh bien, en fait, elle répond à ce qui a été la première réaction des autorités pro-russes là-bas du côté de Lugansk. Il y a un leader séparatiste de la République populaire de Lugansk qui, très vite, le lundi 30 mai, donc juste après la mort de Frédéric Leclerc-Imhoff, a écrit un communiqué pour dire que le journaliste était un soi-disant journaliste, qu'en réalité, c'était un volontaire et donc quelqu'un qui participait à un convoi de livraison d'armes. Et ce communiqué a été repris par l'agence russe officielle, l'agence TASS. Donc la mère de Frédéric, elle a voulu répondre. Elle a écrit à l'attention de l'agence TASS et des responsables de la République populaire de Lugansk. Bonjour,
Je suis la maman du jeune journaliste que vous avez tué hier. Votre communiqué me donne la nausée. Vous cherchez lâchement à vous dédouaner, mais sachez qu'un jour, vous aurez des comptes à rendre. C'est effectivement le communiqué d'une mère en colère qui ne supporte pas l'idée qu'on ait pu dire que son fils était un mercenaire qui livrait des armes et non pas un journaliste. Alors, les Russes, dans cette guerre, régulièrement accusent les journalistes, les humanitaires d'être tous des mercenaires aux mains des nazis ukrainiens. Là, il se trouve qu'on est bien placé pour n'avoir aucun doute. On savait exactement qui était Frédéric Leclerc-Imhoff. Il était caméraman depuis 6 ans, connu et apprécié de toute la rédaction. Donc, il n'y a absolument aucun doute. Et ce cri de colère de sa mère est quand même très émouvant. La ministre des Affaires étrangères s'est exprimée sur ce drame en parlant d'un double crime de guerre. Maintenant, comment va être menée l'enquête sur les circonstances de ce crime ? Alors, double crime de guerre, ce que veut dire Catherine Colonna, c'est qu'il y a un premier crime qui est de tirer sur un convoi humanitaire qui était assez facile à repérer comme humanitaire. Et puis, le double crime, c'est qu'il y avait un journaliste à bord de ce combat. Et Catherine Colonna, dès les premières minutes après le drame, alors qu'elle se trouvait elle-même, et c'était un hasard, à Kiev, en Ukraine, a tout de suite parlé d'un tir russe. Alors ça, ce sont les propos à chaud de la ministre. Maintenant, effectivement, il va falloir que la justice le confirme. Il y a 2 enquêtes qui sont en cours. Une première enquête qui est ukrainienne, qui est confiée à la procureure générale du pays, qui, à chaque fois qu'il y a des victimes civiles qui sont touchées, eh bien, essaye de déterminer si ces victimes ont délibérément été visées, par qui, comment, etc. Donc, première enquête. Simplement, là, ce qu'il faut savoir, c'est que la procureure générale d'Ukraine, eh ben, elle a environ 10 000 dossiers sur son bureau. Donc, voilà, ce tir particulier du lundi contre un convoi humanitaire fera l'objet d'une enquête, mais difficile de dire quand, comment, combien de moyens seront attribués pour savoir exactement d'où venait le tir. Et puis, parce que Frédéric Leclerc-Imhoff est français, eh bien, le parquet national antiterroriste s'est aussi saisi de l'affaire à Paris, et c'est tout à fait classique. Ça arrive à chaque fois qu'un Français est blessé ou tué dans une opération de guerre ou dans une opération qui peut être reliée à du terrorisme. Donc l'enquête a été confiée au service spécialisé, qui est un service de police qui enquête sur les crimes de guerre et les crimes de génocide. Voilà, les 2 enquêtes parallèlement seront menées. Pas facile. On ne sait pas si les Français enverront des enquêteurs sur place ou pas. La mort d'un autre journaliste dans des circonstances un peu semblables, c'était Gilles Jacquet de France 2 qui est mort il y a 7 ans maintenant à Omsk en Syrie. Le même parquet national antiterroriste avait ouvert une enquête, l'avait confié au même service de police et un juge d'instruction du coup travaille, mais eh bien, l'enquête n'avance pas très vite parce que c'est très difficile depuis Paris d'essayer de déterminer qui a pu tirer un obus sur Gilles Jacquet ou sur Frédéric Leclerc-Imhoff. Frédéric, il était extrêmement engagé. Tous ses collègues de BFM TV le disent. Il avait envie de partir en mission. C'était sa 2e. Il avait même suivi un stage de 4 jours pour s'y préparer avec des militaires à Vernon en Normandie. C'était quelqu'un qui adorait son métier. Oui, alors très très engagé. Il était, c'est important de le dire, je pense, il était pigiste par choix. Il avait refusé d'avoir des CDI dans des rédactions parce qu'il trouvait que ça faisait partie de son métier de ne pas avoir de patron, de rester indépendant. Et surtout, ça lui permettait d'alterner entre 2 exercices assez différents du métier de caméraman. Le premier, c'était le documentaire, c'est-à-dire des enquêtes très très longues sur lesquelles on peut travailler 6 mois ou plus. Il en avait fait beaucoup, notamment pour l'agence CAPA et souvent dans des affaires judiciaires. Il aimait bien raconter des faits divers. Il était très fort pour la reconstitution parce que quand on raconte un fait divers, pour un caméraman, c'est difficile, il n'y a pas les images. Voilà, ça c'était une partie du métier qu'il aimait beaucoup. Et puis il aimait aussi ce qu'on appelle le hard news, l'info chaude, l'info des chaînes d'info continue. Et c'est pour ça que depuis 6 ans maintenant, il était très très régulièrement en contrat avec BFM TV. Alors effectivement, il avait été volontaire pour partir en Ukraine dès le début de la guerre. Il avait fait un premier séjour avec Maxime Brandstetter qui s'était bien passé. Au retour, on lui avait proposé et il avait accepté de participer donc à ces formations qui sont des stages au cours desquels on apprend à des jeunes journalistes comment se comporter sur un terrain de guerre. On apprend à gérer son stress. On subit par exemple une fausse prise d'otage ou bien le passage d'un checkpoint tenu par des hommes en armes, très nerveux, éventuellement alcoolisés. On apprend à leur répondre, à garder son calme. Voilà. Et puis on est poussé assez loin par les formations
formateur dans ces formations. Les nuits sont courtes, on se lave pas. Voilà, c'est un peu une sorte d'apprentissage de la guerre sur une période très courte, mais c'est généralement considéré comme très utile. Il a fait ce stage de 4 jours et puis BFM TV lui a proposé de repartir de nouveau et il l'a tout de suite accepté. C'est même lui qui avait fait savoir qu'il était prêt à repartir dès que possible. Frédéric, c'est le premier journaliste mort en travaillant pour un média français, mais dans cette guerre, on est déjà à 8 reporters tués sur le front. Oui, 8 morts parmi les journalistes, dont une majorité de reporters ukrainiens. Il y a aussi un caméraman qui était franco-irlandais, qui s'appelait Pierre Zrakiewski et qui travaillait pour une chaîne américaine. Il a été tué à Irpin, près de Kiev, tout au début de la guerre. Et dans cette affaire aussi, bien, le parquet antiterroriste français s'est saisi du cas, puisqu'il était aussi français et irlandais. En réalité, ce qu'on peut noter, c'est que cette guerre, elle fait beaucoup de morts, et donc y compris des journalistes. Mais c'est important de le dire, pas seulement des journalistes. Il faut donner les chiffres. On parle de 8 morts dans notre profession, à comparer avec au moins 4000 morts civils en Ukraine depuis le début de cette guerre. 4000 morts, c'est le chiffre qui est retenu par l'ONU, le chiffre minimum, celui vraiment des morts indiscutables est compté. Les autorités ukrainiennes, elles avancent des chiffres beaucoup plus importants, entre 10 et 20 000 morts. Donc voilà, la guerre, ça tue, c'est pas nouveau, c'est pas une information, et ça tue systématiquement aussi des journalistes. Au cours de ces dernières années, il y a une trentaine de journalistes français qui sont morts en faisant leur métier sur des terrains de guerre. On peut citer les derniers. Il y a eu Guylaine Dupont et Claude Verlon qui ont été enlevés par des djihadistes au Mali et puis exécutés quelques minutes seulement après leur enlèvement. Il y a Stéphane Villeneuve qui a sauté sur une mine dans une cour de récréation, dans une école maternelle en Irak, à Mossoul. Les terroristes de Daesh avaient mis des mines dans les cours de récréation des écoles maternelles. Gilles Jacquier et Rémi Olchik en Syrie ont été tués dans des bombardements. Encore un peu avant, en 2001, Pierre Billot de RTL et Johan Sutton de RFI étaient montés ensemble sur un char au moment où les talibans étaient en train de perdre le pouvoir à côté de Kaboul, et ils avaient été victimes d'une rafale de Kalachnikov. Voilà pour les derniers journalistes français tués à la guerre. Et puis alors, il y a un phénomène qui a beaucoup touché les journalistes français aussi, ce sont les prises d'otages qui, heureusement, se sont souvent bien terminées. Mais enfin, il y a eu un nombre très impressionnant de journalistes français pris en otage. Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres, qui sont restés 10 mois à Raqqa, en Syrie, aux mains de Daesh. Hervé Guecker et Stéphane Taponnier, 18 mois retenus en Afghanistan. Florence Aubenas, Georges Malbruno, Christian Chesneau, retenus en Irak, sans remonter jusqu'aux années Liban, où là, il y a eu beaucoup de journalistes français, dont Roger Hauck, dont Jean-Louis Normandin ou Jean-Paul Kaufmann, qui ont été retenus. Et je crois que c'est important de rappeler aujourd'hui qu'il reste un journaliste français qui est en otage à l'heure où on parle. C'est Olivier Dubois, qui est détenu au Mali depuis le 8 avril 2021. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.